Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous sommes heureux, très heureux, Michel et moi, de vous retrouver pour ce nouveau cycle de conférences 2026. Et merci d'être présents à ces rendez-vous annuels, car ensemble, de cycle en cycle, ces pensées se renforcent et contribuent à entretenir la lumière dont nous avons tous grand besoin. Ce nouveau cycle de conférences est intitulé « Le temps du groupe ». Il y a deux raisons à ce thème formulé sous forme d'affirmation. La première, plus concrète, concerne l'actualité du moment. En effet, face à la montée de l'individualisme qui semble prendre le pouvoir et conduire l'humanité vers toujours plus de guerres, il est grand temps d'affirmer un nouvel état de conscience et de vie. Le temps n'est plus à l'oisiveté ou au désintérêt des affaires du monde, pour certains, ou bien au repli sur soi et à la haine pour d'autres, ou encore à toute autre manifestation de notre individualisme. Pour le bien de l'humanité et de tous les règnes, le temps du groupe est arrivé. L'heure est maintenant. C'est donc un réveil des consciences que ce titre fait appel. Mais la seconde raison à ce thème est plus abstraite et demande une petite réflexion sur le temps et la compréhension de certains cycles qui rythment l'évolution de toute vie. C'est pourquoi cette première conférence se déroulera en deux temps. Le premier concernera la notion de temps et de cycle, pour introduire plus amplement le temps du groupe. Et le second concernera l'alignement de groupe, qui est le titre de cette conférence. Ceci étant dit, prenons le temps d'explorer le temps. Pour nous approcher de ce mystérieux concept, il nous faut interroger deux acceptions bien différentes de la notion du temps. Deux conceptions a priori opposées. Premièrement, une perception du temps court et linéaire, qui a dominé principalement l'Occident. Et deuxièmement, un temps long et circulaire, qui a été adopté majoritairement en Orient. Bien entendu, cette généralisation est à relativiser, car au cours de l'histoire, des ponts entre ces deux visions du temps se sont établis et aujourd'hui le temps ne connaît plus de frontières. Mais tout de même, ces deux conceptions ont donné naissance à deux façons opposées de voir et de vivre le monde. Le temps occidental, court et linéaire, peut être symbolisé par une flèche. Il contient la qualité d'un but précis à atteindre sur l'échelle de l'évolution, comme l'indique le sens et la pointe de la flèche. Mais déformé par une vision personnelle, il devient le temps court et linéaire où chacun s'invente son propre objectif de vie. Tout le monde court frénétiquement après le temps, qui semble passer comme un éclair dans le ciel, irrattrapable si on loupe l'opportunité du moment. Course en avant, où chacun cherche le sens de l'existence dans l'accomplissement de buts à court terme, pour pouvoir jouir au plus vite de quelque chose, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. La vie devient alors une succession d'objectifs personnels, à court terme, où chacun cherche le sens indépendamment des autres. Aussi grotesque que cela puisse nous paraître, à première vue, cette conception du temps nous a permis quand même une certaine efficacité pour réaliser nos objectifs, indiqués par la flèche, comme en a témoigné à une certaine époque le rapide développement matériel de nos sociétés occidentales. Même si cela nous a éloignés, voire complètement coupés, d'un sens plus grand, plus large et aussi cyclique de la vie. En ce qui concerne l'aspirant d'ailleurs, conditionné par cette conception déformée du temps linéaire, il s'imagine pouvoir avancer sur le sentier en constante progression, de manière linéaire, avec toujours plus de lumière, de compréhension et d'amour, en oubliant que la croissance de toute forme de vie est soumise à des rythmes, des cycles, des flux et des reflux, des hauts et des bas,
des temps de forte poussée en avant et puis des temps d'apparente stagnation. À l'opposé, nous avons le temps oriental, non pas symbolisé par une flèche, mais par une roue. La roue du temps, comme la roue du karma. Sa qualité est de montrer que le temps est cyclique, que tout dans la vie est justement flux et reflux, mort et renaissance, et que toute vie s'inscrit dans un temps long et avance patiemment et rythmiquement au sein de la grande roue cosmique de l'univers. Si ce temps long semble s'apparenter au temps de l'âme, contrairement au temps court qui semble appartenir à celui de la personnalité, ne nous y trompons pas. Car encore une fois, vécue personnellement, donc déformée, cette perception du temps, telle une roue, a plongé les individus et les sociétés dans une inertie et une passivité psychique considérables. Si nous sommes pauvres, c'est pas grave, c'est le karma. Attendons patiemment que la roue tourne, et tout ira bien, tout finira par passer. Cette ouverture sur le temps long et cyclique a relativisé l'individu et sa petite destinée à un tel point que pendant des siècles, des pays comme l'Inde et bien d'autres se sont complètement désintéressés des objectifs à court et moyen terme, comme du bien-être matériel nécessaire à une vie saine, avec des infrastructures éducatives, médicales ou autres, en laissant la misère tourner en boucle. Le temps fera bien les choses. Cette conception du temps circulaire a aussi parfois été mal interprétée comme un éternel recommencement. Et la vie est alors vécue comme un cycle infernal de réincarnation dont il faut à tout prix se libérer. Les aspirants enfermés dans cette conception du temps n'ont pour seul objectif que d'atteindre le nirvana et se désintéressent complètement de la vie formelle, des besoins et des souffrances du monde pour se concentrer sur leur propre libération personnelle. Alors, temps occidental ou temps oriental? Eh bien, comme nous l'a enseigné le rayon 4 l'année dernière, avec les conférences sur la voie du milieu, il ne s'agit pas d'opposer les contraires, mais de se placer en tant qu'âme pour trouver la qualité, le principe qui est à l'origine avant leur déformation. Et comme l'âme perçoit tout en termes d'évolution de conscience, la voie du milieu, qui inclut et transcende ces deux temps, pourrait se définir comme la loi des cycles au service de l'évolution de conscience. Ou autrement dit, la spirale de l'évolution de conscience. En effet, le symbole de la spirale est la parfaite voie du milieu. C'est la synthèse de la roue orientale et de la flèche occidentale, comme nous le montre ce schéma. D'ailleurs, du point de vue strictement formel, à partir d'une spirale, on peut retrouver la ligne ou le cercle en fonction du point de vue. Car si on tire sur les deux bouts d'une spirale, nous retrouverons bien la ligne droite, la flèche du temps linéaire. Alors que si on aplatit la spirale, ou si on la regarde du haut, on ne voit plus qu'une roue, un cercle en 2 dimensions. C'est seulement lorsque l'œil de l'âme s'ouvre que le temps est perçu comme une flèche spiralée qui s'élève à l'infini. Spirale de la conscience qui s'élève en direction d'une unité toujours plus grande. Elle s'y achemine patiemment, cycliquement, par des phases, des temps d'inspiration et d'activité, par des temps déterminés où les énergies sont propices à l'élaboration optimale de l'expansion de conscience, comme nous allons le voir. De plus, la spirale nous enseigne que tout dans l'univers progresse, évolue, en tournant autour de points centraux que l'on peut schématiser par un point au centre de chaque tour de spire.
Ce point central peut être purement physique, comme la rotation des électrons autour du noyau, des galaxies autour d'un trou noir, des planètes autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre. Et si cette rotation apparaît indéfiniment identique, comme la roue du temps qui tourne sur elle-même, c'est une illusion d'optique, car à chaque cycle, la matière est malaxée, transformée, sublimée, et tout le système se développe imperceptiblement, mais sûrement. Mais cela n'est que le symbole, cette rotation physique n'est que le symbole, le reflet de ce qui se déroule dans les sphères plus subtiles et abstraites. C'est le cas par exemple pour un individu. Sa vie peut être considérée comme une grande spirale qui s'élève en tournant autour d'étapes, de spires, marquant différents états de conscience. Chaque phase de sa vie, enfance, adolescence, adulte ou âge avancé, représente le point central de toute une sphère d'activité, d'émotions, de relations et de pensées qui lui permettent d'atteindre ses objectifs de conscience. Dans le cas d'un individu dont le but de l'incarnation est de construire sa personnalité, tous les points centraux de chaque spire représentent différentes étapes, différents étages d'un même but, le développement de sa conscience individuelle. De bas en haut, nous pouvons représenter par un point la conscience donc physique, émotionnelle, mentale et de personnalité vers laquelle toute sa vie va tendre vers l'unité de sa personnalité. C'est la phase d'involution. Mais n'oublions pas qu'il faut plusieurs tours de spire pour réaliser pleinement un état de conscience particulier. Ainsi, chaque spire peut représenter des jours, des mois, des années et des vies pour intégrer pleinement un étage de la conscience. Et si le temps occidental nous révèle clairement chaque prochain pas de conscience, par une flèche qui indiquerait le prochain centre, le prochain objectif, le temps oriental nous révèle que cet objectif, ce prochain pas, ne peut s'atteindre que par des cycles, comme nous le montre le schéma suivant. Pour imaginer une flèche qui passe de l'un à l'autre directement, qui représenterait le temps occidental. Le temps oriental est la roue. Et la spirale est la synthèse des deux. C'est là que les 4 temps d'un cycle entrent en jeu. 4 temps que nous avons symbolisés donc par 4 couleurs sur la ligne du temps circulaire qui tourne autour d'un point. Chaque spire se divise donc en 4 temps. Nous connaissons déjà ce phénomène. Par exemple avec les 4 temps que sont les saisons, conséquence de la rotation de la Terre autour du Soleil. Les 4 phases de la Lune, tournant autour de la Terre. Les 4 temps de la respiration, pour l'air qui circule dans l'organisme. Les 4 périodes du cycle menstruel, qui s'organisent autour de la procréation. Et si on observe bien, on retrouve partout ces 4 phases, dans toute élaboration de formes physiques, émotionnelles et mentales. Pour le monde des formes, nous avons bien compris et appris à respecter cette notion de cycle à 4 temps. D'ailleurs, aucune personne sérieuse ne plante de tomates en hiver ou ne se lance dans un projet sans une phase de préparation, par exemple. Sans quoi, c'est l'échec assuré. Mais il faut réaliser aussi que l'évolution de conscience est elle aussi soumise à cette loi des cycles. Un certain état de conscience doit passer par ces 4 temps avant d'être pleinement effectif et avant de pouvoir atteindre de nouveaux états de conscience. En effet, tout comme un projet, un état de conscience doit être premièrement préparé, désiré, pensé. Deuxièmement, nourri, habité, animé. Troisièmement, appliqué, rayonné, incarné. Pour enfin, quatrièmement, être assimilé
intégrer et analyser pour pouvoir progresser. Ce sont d'autres mots pour désigner les 4 phases du cycle à 4 temps qui rythment l'évolution de la conscience. Comme cela apparaît sur le schéma, il faut préparer, contacter, distribuer et intégrer cet état de conscience particulier, qu'il soit individuel ou collectif, involutif ou évolutif. Nous commençons à saisir un peu mieux les différents titres des conférences qui nous parlent d'alignement, de contact, de distribution et d'intégration. Et il faut bien réaliser que ceci est vrai pour toute forme de vie, à quelque échelle que ce soit. C'est le principe du fractal. À partir de là, accrochez vos ceintures, car nous allons faire un voyage spatial à la lumière des enseignements de la science ésotérique. Voyage qui va nous permettre d'inscrire toutes les vies en termes de spirale, elle-même fractale de spirale. Et ainsi prendra peut-être forme le dessin IN et le dessin EIN de l'œuvre unique de groupe, de multiples spirales, dans laquelle la conscience de groupe qui nous intéresse pourra s'inscrire. Alors allons-y. Ouvrons maintenant notre conscience à la dimension fractale de la spirale, avec cette abstraction de pensée stimulante qui consiste à se représenter cette spirale non seulement comme celle de l'évolution d'un individu, mais aussi comme celle d'un règne tout entier. Par exemple, l'humanité, avec toutes ses grandes étapes d'évolution, ou comme celle du règne minéral ou végétal, avec tout leur cycle d'évolution. Ou encore, elle peut représenter la spirale de l'évolution de la planète Terre, au sein de laquelle progressent tous les règnes de la nature, mais aussi celle d'un soleil, d'une galaxie, ou de l'univers tout entier. En effet, cette poupée russe de spirale peut se lire à de multiples échelles, de forme et de conscience. Et notons que toutes peuvent se voir composées de 7 grands tours de spire, dans lesquels de nombreuses autres spirales évoluent. Les 7 spires représentent les 7 états de la transformation de la matière et de la conscience, du plus dense au plus subtil, de la matière vers l'esprit. Ceux qui connaissent la constitution ésotérique de l'être humain, conférence 2018, ne manqueront pas d'y voir une correspondance rafraîchissante. Revenons sur quelque chose de plus concevable et arrêtons-nous sur la spirale de la conscience de la planète Terre. Les 7 spires peuvent représenter l'évolution de conscience des 7 règnes qui évoluent en son sein, sur les 7 plans de la matière. En partant du bas, nous avons la conscience du règne minéral, puis celle du végétal, de l'animal, de l'humain, la 4e spire, le 4e règne, le 5e règne, celui de l'âme, le 6e spire étant ceux qui travaillent à un état de conscience qui est en lien avec l'ensemble du règne planétaire, et la 7e spire correspond aux rares consciences sur Terre qui sont en contact avec le règne stellaire des étoiles. C'est comme une grande université de conscience, où l'on apprend à développer l'amour-unité, à tous les étages, dans toutes les classes, et avec des notes particulières, des rayons particuliers. Et il faut des millions d'années de tours de spire pour que les consciences s'élèvent sur Terre. S'il nous est évident qu'il nous a fallu des millions d'années pour passer de la conscience animale à la soi-conscience humaine, il nous est moins familier de percevoir les différents stades d'évolution de conscience du minéral ou du végétal. Nous n'allons pas zoomer ce soir donc sur chacune de ces 7 spires pour en percevoir les différents stades d'évolution. Mais si le sujet vous intéresse, nous vous renvoyons aux conférences de 2019, La Terre vue du cœur,
où nous avons consacré une conférence entière sur l'évolution de chaque règne. Mais zoomons maintenant sur la grande spire du règne humain, le 4e règne. En guise de zoom, je tourne la page. Nous apparaît alors une nouvelle spirale. Règne humain que nous voyons apparaître maintenant donc comme une grande spirale d'évolution de conscience, avec elle aussi 7 spires ou 7 grands stades de développement. En effet, l'humanité a elle aussi 7 grands stades de conscience à développer, du plus dense au plus subtil. Vous avez peut-être déjà entendu les noms de Lémuriens ou Atlantes, qui correspondent aux états de conscience physiques et émotionnels que l'humanité a traversés il y a fort longtemps. Et actuellement, l'humanité en est à la spire du mental. Cette période commence par la découverte et le développement du mental concret, et se poursuivra par une période où la conscience du mental abstrait dominera. C'est lors de cette étape où le pont avec l'âme pourra commencer à s'établir consciemment et mentalement, et permettra à toute l'humanité de développer une véritable conscience de groupe. C'est la conscience du 5e règne. Ensuite, l'humanité développera une conscience intuitive en lien avec la conscience planétaire, la spirale dans laquelle elle s'inscrit, ou la conscience d'ensemble. Et enfin, la conscience de synthèse qui lui révélera le dessein en lien avec le système solaire. À ce sujet, pour plus de détails, écoutez la première conférence du cycle 2026 de Patrice et Frédéric qui détaille cette spirale évolutive de l'humanité étape par étape en évoquant aussi les sous-spires qui composent l'humanité mentale. Il faut réaliser qu'au sein de ce cycle d'apprentissage de la conscience mentale que nous traversons actuellement, tous les humains ne sont pas dans la même phase de développement. Certains d'entre nous émergent tout juste du cycle précédent émotionnel. D'autres expérimentent le mental concret depuis plusieurs vies et l'assument et le rayonnent pleinement. Et d'aucuns sont dans la phase d'intégration et assimilent l'expérience en question et se préparent au premier toucher du mental abstrait. Pendant que d'autres ont leur conscience pleinement active sur les plans abstraits du mental et de la conscience de groupe. Ce qui crée de sacrées différences et génère souvent de l'incompréhension, frottement et même directions momentanément différentes, comme le montrent les différentes flèches de couleurs. En fonction de chaque phase, ça indique des directions un peu différentes. Et pourtant, elles tournent vers la même direction, cette grande conscience humaine et planétaire. Cependant, chacun doit saisir quel est son prochain pas au sein de cette grande histoire collective. Alors, où en sommes-nous ? Quel est notre prochain pas ? Pour cela, il faut voir ce qui a été accompli, d'où nous venons. Et en ce qui nous concerne, en tant qu'aspirants à de plus justes relations, nous avons déjà construit une personnalité avec un mental concret puissant. Mais il faut aussi réaliser que nous nous sommes aussi hissés sur les premières spires du mental abstrait et avons pris contact avec ce que l'on pourrait appeler notre âme individuelle. C'est la première initiation, ou ce que Jésus avait appelé la deuxième naissance, l'âme en soi, l'âme en l'homme. Pendant des cycles et des cycles, cette âme individuelle, nous l'avons désirée, chérie, touchée, rayonnée, et en avons assimilé et intégré les différentes expériences. C'est la spire de l'âme individuelle en soi qui s'est déployée. Ainsi, de cycle en cycle, au contact de cette âme, mais nous nous sommes devenus de plus en plus aimants, compréhensifs. Nous nous ouvrons aux autres. Nous cherchons de plus en plus à aider, à soulager les souffrances de tous ceux qu'on croise. Notre vie passe de plus en plus d'un individu autocentré qui ne s'occupait que de lui et de ses proches à quelqu'un de plus en plus altruiste,
ouvert sur le monde. C'est grâce à cette deuxième naissance que l'esprit de bonne volonté se développe progressivement sur Terre. Et que malgré le matérialisme et l'égoïsme ambiant, nous trouvons de partout des humains prêts à s'entraider, à s'encourager, à se soutenir et à pallier aux conséquences des agissements destructeurs de ceux qui sont encore dans la spirale de la conscience personnelle. Cette période de développement de l'âme individuelle fait elle-même partie d'un cycle de 2500 ans environ, que l'on appelle, 2160 pour les puristes, que l'on appelle l'ère des poissons, et qui correspond à l'événement d'un cycle particulier, celui du rayon 6, c'est-à-dire d'une qualité que l'on appelle l'idéalisme et la dévotion, et qui nous vient de la spirale de la constellation des poissons et relayée par notre système solaire. Cet afflux a permis, entre autres, à l'humanité de développer sa conscience individuelle, mais aussi son rapport individuel à l'âme, car le rayon 6 stimule la 6e spire de chaque spirale, qui est en lien avec le plan émotionnel et le corps émotionnel de l'humain. Là, je parle de 6e spire en partant du haut. Je vous l'avais bien dit, bon, il fallait accrocher ses ceintures. Mais depuis environ 200 ans, l'ère du Verseau a débuté avec l'arrivée de la qualité du rayon 7, secondé par le rayon 4. Et avec ces énergies, nous sommes entrés dans un tout nouveau cycle où la direction, le point central, est le développement de la conscience de groupe. Les prochaines 2000 années verront croître, avec des flux et des reflux bien sûr, cette conscience de groupe, afin de pouvoir relayer sur Terre ce qui se vit dans les cieux. Et comme nous l'avons vu, dans les cieux, dans la grande spirale du système solaire et sur les sphères subtiles de la Terre, c'est la note d'amour-unité qui cherche à se manifester. Et seul le développement d'une conscience de groupe peut en être le relais sur Terre. La conscience de l'âme individuelle était une préparation, mais ne suffit plus ni à relier ces grandes énergies d'ensemble, ni à contrebalancer les forces involutives et séparatives dans l'humanité qui redoublent actuellement d'intensité pour éviter d'avoir à s'ajuster aux nouveaux états de conscience qui émergent. Cette conscience de groupe, dans laquelle nous sommes invités à entrer, a pour but donc d'ancrer sur Terre des énergies qu'aucun individu seul, même en contact avec son âme, ne pourrait capter, réceptionner et intégrer. C'est pourquoi tous ceux qui ont développé un certain contact avec leur âme sont maintenant invités à la 3e naissance. Après la naissance de l'âme individuelle dans la personnalité, c'est la naissance du groupe dans l'âme, ou naissance de la conscience de groupe en soi. C'est une véritable initiation de groupe dont il s'agit, et non plus une initiation individuelle. On peut donc dire que la nouvelle spiritualité de l'ère du Verseau ne consistera plus au développement de sa propre âme, mais bien de l'âme collective ou véritable conscience de groupe. C'est cet axe de conscience qu'il nous faut maintenant préparer, vivifier, incarner et assimiler. Vous comprenez maintenant pourquoi il nous a fallu un temps relativement long pour saisir la 2e raison plus abstraite concernant le choix du titre de ce cycle de conférences, le temps du groupe, rythmé par ses sous-titres, un alignement de groupe, un contact de groupe, une distribution de groupe, une intégration et un bilan de groupe. Ce cycle de conférences est où il nous sera donc possible de nous ouvrir à des énergies nouvelles concernant la conscience de groupe. Puis la 3e conférence, en début d'été, marquera la phase de distribution de ces énergies. Et finalement, les 2 dernières conférences, en automne, clôtureront le cycle et donneront l'impulsion au cycle suivant. Et il nous faut également prendre en compte que nous sommes qu'au début de l'ère du Verseau. Et tout le monde ne répond pas encore à cet appel et ne cherche pas à vivre
au rythme de cette nouvelle conscience de groupe que nous cherchons à développer. Mais un nombre de plus en plus grand de femmes et d'hommes, partout dans le monde, répond à cet appel intérieur, à cette note. Et cette conscience de groupe grandit de jour en jour. Et un groupe grandit actuellement sur Terre, animé par cette conscience de groupe. Les livres d'Alice Bailey en parlent sous la dénomination du nouveau groupe des serviteurs du monde, ou bien ceux qui cherchent à aider les grands êtres. Nous en parlons souvent aussi en tant que groupe de chercheurs de vérité. Ou encore d'autres, comme Abdenour Bidar, parlent des tisserands, qui s'attellent à tisser de plus justes relations. On lui donne sûrement de nombreux autres noms. Mais le terme même du nouveau groupe des serviteurs du monde, s'il peut paraître un peu grandiloquent, a d'une part le mérite de clarifier qu'il s'agit maintenant d'apprendre à servir le monde, et non plus soi-même. Et d'autre part, de faire la distinction, ce qui ne veut pas dire la séparation, entre le nouveau groupe des serviteurs, en rapport avec l'ère du Verseau, et le rayon 7, et l'ancien groupe de serviteurs, en lien avec l'ère des Poissons et le rayon 6. Et il est important de connaître les différences de conscience entre ces deux approches, car les phases d'alignement, de contact, de distribution et d'intégration ne vont pas être les mêmes. Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit, le point central, le but, l'axe autour duquel nous allons chercher à faire croître la conscience n'est plus le même. Nous avons changé d'étage. C'est la suite de l'histoire. D'où la difficulté, car cela va nous demander non seulement de changer nos vieilles habitudes, mais aussi d'être à contre-courant de toute une partie de l'humanité encore bien ancrée dans l'ère des Poissons. Néanmoins, c'est seulement ainsi, en acceptant ce décalage momentané et en affirmant puissamment ce nouveau centre, que ce groupe augmentera sa capacité d'être le relais des énergies du plan d'amour pour l'ensemble des terriens. Un mot tout de même sur ce nouveau groupe que nous cherchons justement à rejoindre intérieurement. Car pour s'aligner sur ce type de conscience dont il est porteur, nous devons en avoir une première conception mentale, rassembler et concentrer nos pensées sur ses caractéristiques et la nature de la conscience qui anime ce groupe. Cela fait partie du temps d'alignement sur un sujet. Et le sujet de ce soir est l'alignement de groupe. Avant tout, il est essentiel de réaliser que ce groupe de l'ère du Verseau est un groupe subjectif. Il n'a ni lieu de rassemblement, ni structure formelle, bien que tous ses membres soient incarnés dans un corps physique. Toutefois, certains sont amenés à se rencontrer pour une tâche particulière. Il réunit des personnes de toutes les nations, cultures, religions et philosophies. C'est pourquoi ce qui les unit n'est pas une appartenance extérieure, mais un état de conscience commun. La conscience de groupe, qui reconnaît l'unité profonde derrière la diversité des formes. C'est un groupe d'hommes et de femmes dont la caractéristique est de faire résonner puissamment la note d'unité sur Terre. Sa devise pourrait se résumer par l'unité dans la diversité. Nous y reviendrons en cours d'année. Le groupe, comme chacun de ses membres, est conscient du plan d'amour-unité à l'œuvre sur Terre, même si chacun le nomme différemment. Et tous choisissent librement d'y contribuer en consacrant leur vie à cette œuvre unique. Ainsi, c'est la note de l'unité qui résonne puissamment à travers tout ce qu'ils entreprennent. C'est un groupe dont les membres sont profondément sensibles aux souffrances de l'humanité et des autres règnes. Ils cherchent ainsi à répondre à la fois aux cris de détresse des êtres terrestres, aussi bien qu'à l'appel des grands êtres, à servir selon le plan d'amour. De ce fait, ce groupe
joue un rôle d'intermédiaire. Il reçoit l'inspiration et les valeurs universelles émanant de l'âme une de l'humanité et les transmet à l'ensemble des humains qui, consciemment ou non, aspirent à un avenir meilleur. Ils reconnaissent, stimulent et soutiennent par conséquent toutes les qualités universelles dont l'humanité a besoin pour se libérer de la séparativité. Fraternité universelle, solidarité existentielle, coopération, partage, entraide, reconnaissance, pardon, ainsi que tout ce qui permet à l'unité de se révéler. C'est un groupe dans lequel chacun se sent relié aux autres, non pas par des liens physiques, affectifs et sentimentaux, mais d'une part par une aspiration et une sensibilité commune aux valeurs de bien, de beau et de vrai, et d'autre part par un mental commun dont ils ont découvert le double usage, celui de réceptionner les idées d'avenir qui viennent des sphères subtiles de l'être, et celui de les traduire et les transmettre de façon intelligible afin qu'elles puissent atteindre les sphères plus denses de l'humanité et inspirer un souffle de plus juste relation entre tous les règnes de la nature. Leur lieu de rencontre n'est donc pas sur le plan physique, comme nous l'avons dit, mais sur le plan supérieur de la sensibilité, l'intuition, et sur le plan supérieur du mental, le mental abstrait. Leur reliance est donc avant tout télépathique. Ce groupe existe déjà et est pleinement actif. Il est inspiré par les grands frères qui veillent sur l'humanité. Mais aucun de ses membres ne cherche un contact personnel avec l'un de ces grands êtres ou maîtres de sagesse. Car ce qui les motive n'est pas leur propre évolution, mais celle de tous les terriens. Cet amour qui les motive les libère de toute ambition personnelle, de l'amour du succès, ainsi que du sentiment de supériorité ou d'infériorité. Ils travaillent calmement, patiemment, télépathiquement reliés, et le plus souvent dans les coulisses, à l'ombre des projecteurs. Pour eux, le mot spirituel ne se restreint pas au domaine religieux ou ésotérique, mais à tous les domaines de la société, car il signifie avant tout élévation et progrès de conscience. Et enfin, c'est un groupe qui ne perd pas de temps et d'énergie à se battre contre les injustices qu'ils perçoivent pourtant comme telles, mais mobilise toutes ses ressources pour nourrir et construire ce qui doit les remplacer. C'est là aussi une grande différence entre la technique de l'ère des poissons et du rayon 6 qui stimule le combat et la technique de l'ère du Verseau et du rayon 7 qui met en lumière le pouvoir de la pensée créatrice. Voici donc quelques caractéristiques non exhaustives de ce groupe. Et si vous voulez approfondir la représentation de ce groupe dans tous les domaines de la société civile, de la religion à la politique, en passant par la finance ou la psychologie, vous pouvez vous référer à nos conférences de 2024, Le monde en devenir, ou celle de Patrice et Frédéric en 2022, Les rendez-vous du service. Quoi qu'il en soit, il est important de dire que ce groupe n'est pas un club réservé à une quelconque élite. Personne n'en garde l'entrée. Il reste constamment ouvert, et tout le monde en fait partie du moment où ces trois corps commencent à vibrer à l'unisson avec le groupe. C'est donc notre alignement qui en garde la porte. Profitons-en pour dire que le processus d'alignement que nous allons aborder est un processus d'abstraction. Comme nous le montre la flèche rouge qui s'extrait de la spire précédente pour se hisser sur un autre plan. S'aligner physiquement, c'est s'abstraire de l'identification à un corps physique séparé pour nourrir la perception d'un corps éthérique de groupe. S'aligner émotionnellement,
c'est s'abstraire de l'identification à un corps émotionnel individuel et autocentré pour donner vie à un corps sensible de groupe, ouvert sur le monde. Et enfin, s'aligner mentalement, c'est s'abstraire de l'identification à son corps mental concret pour apprendre à penser abstraitement au sein d'un corps mental de groupe. Car à l'heure actuelle, notre conscience individuelle est si forte que même lorsque nous aspirons à nous unir à l'humanité une ou à l'âme une, l'ensemble le plus grand que nous pouvons percevoir, nous le faisons toujours individuellement. C'est moi qui me fonds dans l'ensemble. C'est moi qui ressens l'ensemble. C'est moi qui reçois les idées nouvelles. C'est moi qui assimile tout cela et c'est mon bilan personnel qui va m'intéresser. C'est ainsi que l'on ne se perd jamais vraiment de vue et que les énergies qui nous viennent de cette vie d'ensemble sont inévitablement déformées par le moi et sa conscience individuelle. Aligner ses corps sur la conscience de groupe, c'est ce sur quoi nous sommes invités pendant ces 3 mois d'hiver pour que les énergies que nous contacterons en tant que groupe au printemps soient le moins déformées possible. Alors pour commencer, comment s'y prendre pour cette abstraction du corps physique individuel au corps éthérique du groupe des serviteurs? Ce qui pose problème et que nous devons apprendre à laisser derrière nous, c'est le fait de s'identifier au groupe formel auquel nous participons. Car nous limitons ainsi le pouvoir du véritable groupe. Beaucoup d'entre nous ont dépassé l'idée que leur groupe de travail serait le seul sur la bonne voie. Mais nombre de disciples peinent encore à reconnaître que leur appartenance, psychosophes, maçons, alchimistes, soufis, ou d'autres parmi la multitude des groupes existants, n'est qu'une infime branche de l'immense arbre des serviteurs du monde. Chacun prend sa branche pour le tronc et voit les autres comme de simples branches quand ils ne le considèrent pas comme des branches mortes. Très peu ont la clairvoyance de l'humilité qui consiste à regarder son groupe d'appartenance et tous les autres groupes à partir de l'arbre commun des serviteurs. C'est seulement le point de vue du véritable groupe qui donne le juste sens des proportions quant à la vie de l'arbre et de ses ramifications. Perception des branches toutes jeunes et pleines de promesses, celles pleines de vie et d'expérience, celles en déclin et celles qui ont fait leur temps, le tout animé de la sève commune. Et pour remédier à ce déficit de décentrage que l'on peut encore avoir bien souvent, et parvenir à ce que le groupe subjectif soit pour chacun une réalité tout aussi vraie que les groupes physiques, nous devons régulièrement s'entraîner à sentir sa présence éthérique sur Terre. Bien entendu, pour cela, nous pouvons nous appuyer sur le cercle le plus concret des personnes que l'on sait engagées dans ce travail, avec qui on partage peut-être cette vision de l'unité. Puis élargir par l'imagination créatrice, visualiser, s'appuyer sur ce que l'on sait de ce groupe subjectif, ce que parfois on voit, on lit ou entend de leur présence, comme on pourrait le faire avec tous les musiciens du monde si par exemple on décidait de s'y intéresser. Il s'agit chaque jour d'y penser, nourrir cette présence avec des moments particuliers en méditation, mais aussi au quotidien, comme nous le ferions avec quelqu'un que l'on aime et qui est dans un autre pays. On y pense, on sent sa présence, on sait qu'il existe, et à force de prendre le temps de se sentir à distance, on finit par être ensemble, même séparés physiquement. On sent que le lien n'est pas rompu, mais au contraire, il se renforce et s'intensifie,
à force de reconnaissance intérieure. Eh bien, c'est la même chose, à la différence près que ce lien qui nous unit n'a rien d'affectif ou sentimental, comme nous allons le voir avec l'alignement du corps émotionnel. Mais pour revenir au corps éthérique, pour cela, visualisons tous les grands champs d'activité où il travaille. Nommons-les intérieurement, sans nous attarder sur les personnes qui se servent du groupe au lieu de servir, mais uniquement sur les véritables serviteurs qui s'y trouvent. Ayons confiance en leur présence, en leur existence sur Terre, en leur participation active comme si c'étaient des gens de confiance, dont nous connaissons intimement les motifs et sur lesquels nous pouvons compter pour faire du bon et vrai travail. Nourrissons au quotidien cette présence intérieure. Mais soyons aussi attentifs à tous les petits signes de cette présence dans l'actualité du monde, comme des étincelles de conscience globale dans l'obscurité d'un monde encore désuni. Par exemple, en ce moment, en Europe et dans le monde, soyons à l'affût de tous ceux qui portent l'esprit de groupe aux valeurs réellement démocratiques. Et nous reconnaîtrons à coup sûr de nombreux serviteurs œuvrant sur le temps long, conscients des implications du moment aussi bien que des flux et reflux de l'évolution démocratique. Et réalisons que chaque fois que nous nous relions les uns aux autres, que nous prenons conscience de notre présence en tant que groupe de serviteurs sur Terre, nous lui donnons du pouvoir. Sa lumière s'intensifie, comme un feu dans lequel chacun vient déposer sa bûche enflammée. C'est ainsi que nous prenons conscience du véritable centre d'énergie que nous représentons en tant que groupe, véritable chakra dans l'organisme humain et planétaire. Un centre solide et solidaire, lumineux et grandissant, irriguant l'organisme humanité de la lumière dont il s'évertue à être le relais. Voilà quelques points de travail sur cet alignement éthérique de groupe. Voyons maintenant l'alignement émotionnel. En ce qui concerne le transfert du corps émotionnel sur une spirale de groupe, il est tout d'abord aussi indispensable d'identifier ce qui retient le corps émotionnel dans la sphère individuelle et l'empêche de s'élever vers le corps émotionnel du groupe des véritables serviteurs, pour nous savoir de quoi il faut s'abstraire. Pour cela, osons regarder combien la majorité des groupes que nous formons ne sont que la continuité des groupes formés dans l'ère des poissons, même lorsque ces groupes ont une aspiration et une activité spirituelle dans le sens large du terme. Et dans ces groupes, les deux points essentiels qui empêchent l'alignement du corps sensible sur le corps des serviteurs sont, premièrement, une relation de groupe sentimentale et deux, l'ambition personnelle. Voyons la relation de groupe sentimentale. Ce sont tous les liens qui relient les membres de groupe qui sont essentiellement de nature affective et sentimentale. Notons que ces liens sont considérés comme curieux du point de vue des grands êtres, tellement ils sont étrangers à la loi d'amour et absents du fonctionnement naturel de l'âme. Dans un groupe, les uns se plaisent, les autres se déplaisent. Certains vouent une dévotion sentimentale aux uns et une quasi-indifférence aux autres, sans se rendre compte que plus ils nourrissent une de ces paires d'opposés, plus ils renforcent l'autre. Sans se rendre compte que tous ces hauts et bas affectifs au sein d'un groupe perturbent considérablement le fragile équilibre de groupe qui cherche à se construire et indispensable pour pouvoir soutenir les vibrations plus subtiles. Car que l'on se plaise ou se déplaise, quand on reste sur ce niveau affectif, alors l'énergie circule de manière dissymétrique, désordonnée et génère des clivages d'un côté et des pôles de congestion personnelle de l'autre.
tous deux nocifs à la saine construction d'une relation de groupe unifiée. Il faut réaliser que tant que ce sont des relations sentimentales qui dominent et rythment les rapports de groupe, aucun contact avec des énergies plus élevées ne pourra s'opérer. Ou si c'est le cas, ces énergies n'auraient pour effet que d'amplifier ce déséquilibre et de hâter les fractures déjà existantes. Et par voie de conséquence, la dislocation du groupe en question. Ce qui parfois est d'ailleurs préférable. Mais ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, retenons que le véritable groupe de serviteurs ne se construit pas avec des sentiments. Et pour nous aligner sur un corps émotionnel de serviteurs, apprenons à pratiquer ce qui est appelé la divine indifférence, qui ne consiste pas à être indifférent à autrui, mais à devenir indifférent, à ne plus prêter attention aux réactions de nos corps émotionnels, à nos sympathies ou antipathies, pour ne plus leur laisser le pouvoir de rythmer nos relations de groupe. Mais cette divine indifférence ne s'acquiert pas par une volonté personnelle de se défaire de ses émotions. Elle s'acquiert progressivement, en apprenant à développer un nouveau regard et un nouveau rapport les uns envers les autres. Chaque fois que nous prenons contact intérieurement ou extérieurement les uns avec les autres, apprenons à ne nous concentrer uniquement sur l'aspiration commune qui nous unit. Que cette aspiration soit une petite lueur naissante au fond de l'obscurité, une flamme ou un feu en fonction des personnes ou des groupes, maintenons coûte que coûte notre sensibilité sur cette lumière de l'aspiration commune. À force de persévérance, nous deviendrons de plus en plus indifférents aux relations sentimentales qui nuisent à l'alignement de groupe. Et nous verrons naître entre nous une véritable relation de groupe fondée sur la reconnaissance mutuelle de notre aspiration commune à servir le plan d'amour sur Terre. Cette divine indifférence ne consiste pas non plus à chercher à compenser par de l'amour personnel chaque fois que nous retombons dans l'affectif. Mais c'est apprendre à laisser aimer à travers soi l'amour et la reconnaissance que porte un organisme groupe à toutes ses parties. Laisser aimer à travers soi l'amour et la reconnaissance que porte un organisme groupe à toutes ses parties, quel que soit le degré d'affinité des personnalités entre elles. C'est prendre le temps d'écouter comment cet amour aime et reconnaît chacun de ses membres. Le climat qui s'en dégagera équilibrera progressivement les relations. Et en attendant que ces curieuses relations sentimentales passent sous le seuil de la conscience et finalement disparaissent, nous pourrons alors nous entraider à oser dire ce qui entrave, sans réactivité nocive, entendre les remarques, sans nous dévaloriser ou devoir prendre position de combat. Les relations s'harmoniseront alors rapidement et seront préparées à refléter une véritable note d'unité. La deuxième caractéristique, qui doit être dépassée après les relations de groupe personnelles, est l'ambition personnelle. Pour que le groupe puisse avancer en tant qu'unité, tous les membres doivent regarder en face, puis oublier pour toujours ce désir d'ambition personnelle, qui, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, a été le motif majeur qui nous a mis sur le sentier du service. Pour en avoir le cœur net et ne pas se mentir, posons-nous la question sincèrement. Est-ce vraiment un profond amour de l'humanité qui nous a poussés sur le chemin spirituel? Et quand nous aurons le courage de voir, sans pour autant se déprécier, que c'est avant tout notre ambition personnelle d'évoluer, notre ambition d'être un bon disciple,
d'être quelqu'un de bien, ou notre ambition d'être aimé par nos semblables, ou reconnu par les grands êtres, au lieu de chercher à aimer nos semblables et à aider les grands êtres, alors nous aurons fait un grand pas en avant. Car tant que nous sommes motivés par nous-mêmes, et non par l'amour de l'humanité, nous sommes alors magnétiquement retenus momentanément à l'extérieur du centre du groupe des nouveaux serviteurs. Car tout désir personnel ou particulier au sein d'un groupe tend à dévier et à s'accaparer l'énergie pour répondre à ce désir. Cette énergie qui était destinée à l'ensemble du groupe pour pouvoir servir l'humanité se voit alors perdue et prostituée à des fins personnelles à laquelle elle n'était pas destinée. C'est pourquoi, tant que nous n'aurons pas clarifié nos motifs, c'est-à-dire rendus clairs, nous resterons dans la spirale de l'ère des poissons et nous continuerons à former des groupes pour répondre à nos ambitions personnelles. Nous pouvons alors tout de même participer à aider l'humanité, mais de manière bien moins efficace que ne le permettrait un service en tant que groupe, avec plus aucun désir pour le soi séparé. L'ambition personnelle se loge aussi dans le désir inavoué de nombreux disciples à vouloir être un dirigeant, être à la tête d'un groupe, sans quoi il ne se sent pas vraiment exister. Tous les groupes de serviteurs de l'ère des poissons se sont formés sous l'impulsion du désir puissant d'une personnalité à vouloir diriger, à obtenir une place pour pouvoir imprimer son idéal à des idéalistes ou à des dévots. Pour la méthode de l'ère du Verseau, il s'agit maintenant d'apprendre à exister un parmi les autres, sans aucune ambition à gouverner, si ce n'est soi-même. Et seulement si l'appel à diriger se fait entendre, il s'agit alors d'avoir le courage d'y répondre à cet appel et de prendre ses responsabilités. Mais là aussi, il faudra apprendre à le faire avec amour et non avec ambition. La frontière entre ces deux états d'être est extrêmement ténue et ne s'éclaire qu'à mesure que s'approfondit l'oubli de soi. Mais aussi lorsque nous reconnaissons qu'en voulant encore diriger alors que le temps est révolu, nous finissons par repousser les âmes libres qui cherchent des partenaires et non des chefs, et n'attirons plus que des âmes encore enfantines nourries de dévotion. Le service rendu s'en trouve encore une fois alors considérablement réduit. C'est pourquoi il est dit que de nombreux petits groupes d'âmes libres est bien plus puissant que de grands groupes de dévots. Par ailleurs, notons également que le désir de reconnaissance, à quelque niveau que ce soit, comme vouloir être reconnu, félicité ou récompensé pour son service, et se plaindre ou réclamer la reconnaissance quand elle est absente, tout cela n'est que de l'ambition déguisée et doit être traité comme tel. Sans vraiment se l'avouer, on a une telle haute estime de soi-même, une telle ambition pour soi, que l'on trouve injuste et insupportable quand les autres ne reconnaissent pas la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Tant que nous n'avons pas reconnu ce mirage de la reconnaissance comme la face cachée de notre ambition, il se fera toujours passer pour un petit défaut sans importance ou une nécessité que l'on continuera à justifier. C'est ainsi que l'oubli de soi, dont nous reparlerons et qui caractérise les nouveaux groupes, doit se comprendre comme un oubli de toute ambition personnelle. Ambition qui ne peut être absorbée et finalement oubliée que par l'amour et le service de l'humanité. Tout comme il nous arrive d'oublier de manger lorsque nous sommes entièrement absorbés par une activité vivante et inspirante. C'est ce qui est appelé parfois le motif tout-puissant du besoin de l'humanité. Tout-puissant car il a le pouvoir de détruire, dans le corps émotionnel,
tout ce qui fait obstacle à la libre circulation de l'unité. L'oubli de soi ne doit donc pas devenir une nouvelle ambition personnelle, ni d'ailleurs être un alibi pour ne pas prendre ses responsabilités individuelles, mais la conséquence naturelle d'un intérêt et d'un amour envers toute l'humanité, sans exception. Pour résumer ce qui concerne l'alignement émotionnel, nous pouvons dire que la clé de l'alignement est la divine indifférence, qui par la concentration de l'amour de l'humanité et la reconnaissance de notre aspiration commune, donne vie au juste oubli de soi et aux justes relations de groupe. C'est un processus de substitution et non de frustration. C'est cette qualité qu'est animé le corps sensible du nouveau groupe des serviteurs. Un corps sensible de groupe où l'aspiration et l'amour ne laissent plus les liens affectifs et sentimentaux, où l'ambition régir les relations entre ses membres et perturber l'équilibre du groupe, mais où les relations sont soutenantes sans jamais être clivantes. En méditation, chaque jour, laissons-nous inspirer, imprégner de cette ambiance. Pour finir, occupons-nous de l'alignement mental. Pour comprendre la nature de l'alignement mental des nouveaux groupes, il faut bien saisir à quoi est destiné ce mental de groupe. À être une plateforme de réception aux idées des groupes qui travaillent sur des spirales de conscience plus élevées et plus inclusives. Idées qui aideront à améliorer toutes les conditions humaines en harmonie avec les autres règnes, les autres terriens. Idées issues de la conscience de ceux que l'on appelle les grands êtres ou maîtres de sagesse. À partir de là, cherchons à imaginer l'importance de la qualité d'un mental de groupe récepteur. Et aussi regardons ce qui fait obstacle à ce rôle de récepteur d'idées nouvelles auquel il est destiné, pour, encore une fois, pouvoir s'en abstraire. Le principal défaut chez tous les aspirants et les disciples est l'orgueil mental, dû à l'hyperdéveloppement du mental concret. C'est cet orgueil qui nous fait penser que nous avons raison de penser ce que l'on pense, sans oser se remettre en question au contact des pensées de nos frères, au contact des pensées des autres groupes de penseurs. Cet orgueil nous retranche dans une tour d'ivoire où nous croyons comprendre, sans voir que nos propres limitations mentales nous coupent des autres, du monde et des idées nouvelles. Cet orgueil mental se suffit à lui-même, sans voir que cette autosuffisance stérile ne peut pas donner naissance à la beauté qui naît de la diversité et de l'altérité des pensées. Vouloir avoir raison à tout prix, défendre son point de vue, plus ou moins subtilement, envers et contre tous, ou bien ne rien dire, mais tout de même penser que l'on a plus raison que les autres. Tout cela ne fait qu'ériger des barrières mentales et renforcer une séparativité voilée sous les apparences de la bienséance. La divine indifférence à ses propres pensées s'acquiert par la capacité sans cesse renouvelée à visualiser, ressentir et s'inscrire dans un mental commun, une recherche commune. C'est faire l'effort de s'élever dans les couches subtiles du mental de groupe, où les pensées n'appartiennent à personne, mais sont un courant de vie et de qualité, qui prennent forme au sein d'une matière mentale calme, concentrée et commune. C'est oser l'écoute ensemble, plutôt que l'écoute personnelle de l'ensemble. C'est oser écouter la note d'un silence qui unit, avant de chercher à penser ou à parler. C'est oser contempler patiemment une pensée de groupe qui se déploie
plutôt que de s'extasier et se faner sur ses propres pensées. C'est oser rentrer dans le temps long d'une pensée qui se mature ensemble, plutôt que choisir la facilité du temps court qui ne donne naissance qu'à des pensées séparées. À ce sujet, nous aimerions ouvrir une petite parenthèse sur le problème actuel de nos sociétés et la dictature du temps court imposée par les réseaux antisociaux, reflet de la conscience individuelle, qui habitue le cerveau et le mental à passer d'une idée à l'autre sans aucun lien entre elles. Sans parler du contenu qui n'élève pas les consciences, ce déferlement d'informations particulières, désordonnées et arythmiques accoutume le cerveau à passer de plus en plus vite à autre chose, à se nourrir avidement d'une suite sans fin d'informations séparées. C'est l'antithèse absolue d'une pensée de groupe qui prend le temps de se maturer et de se déployer sur le temps long de l'écoute, du silence, de la réflexion et de la coopération mentale. C'est pourquoi lorsque l'on aspire à s'aligner sur un mental de groupe, au quotidien, on habitue son cerveau et son mental à prendre le temps de lire des articles ou des livres pour s'entraîner à rentrer dans la pensée de nos frères et pouvoir véritablement écouter ce qui peut naître de cette relation mentale commune, qui peut alors s'établir lentement. C'est la même chose pour les chaînes d'actualité en continu, qui nous focalisent sur le temps court et nous empêchent de voir ce qui se passe dans le temps long, sur les grands cycles qui sont en cours. On pourrait en oublier que toutes les grandes démocraties anciennes sont passées à un moment de leur histoire par une phase autocratique, pour ressurgir ensuite avec une force renouvelée sur un niveau supérieur de leur évolution. Et au lieu de préparer cet avenir comme s'y attellent tous les véritables serviteurs, nous pouvons nous laisser entraîner dans la spirale infernale de la peur et du désespoir. Savoir s'abstraire du court terme pour prendre de la hauteur de vue et ainsi accompagner l'amour qui gît sous les événements du temps, telle est la tâche des serviteurs au mental aligné. Voilà quelques points de travail concernant cet alignement mental. Au quotidien, dans nos groupes de travail ou en méditation, les occasions ne manqueront pas durant ces 3 mois d'alignement d'hiver pour nous oublier en pratiquant la divine indifférence physique, émotionnelle et mentale. 3 mois pour veiller à notre présence de groupe, nos relations de groupe et notre mental de groupe. Et comme le rayon 7 nous l'enseigne, nous pouvons conclure sur cette citation. C'est en apprenant à nous effacer nous-mêmes de notre conscience en tant que personnage central du drame de notre vie que nous pourrons alors, et seulement alors, prendre conscience de nos véritables potentialités en tant que serviteurs du plan. Alors petit à petit, de cycle en cycle, mais aussi d'échec en succès, nous apprendrons à penser en tant que groupe, aimer en tant que groupe et être en tant que groupe, comme nous le développerons tout au long de ce cycle. Cette année, pour la méditation, nous allons entre autres s'aligner, vitaliser, rayonner et intégrer un mantra que l'on appelle le mantra du nouveau groupe des serviteurs. Beaucoup d'entre vous le connaissent et le nourrissent au quotidien, mais il peut être renouvelé au sein du mental de groupe et acquérera ainsi toujours plus de profondeur au fur et à mesure de l'année. C'est un mantra que nous sommes invités à méditer et aussi à prononcer intérieurement tous les jours à 17h, quelle que soit l'activité que nous sommes en train de faire.
afin de nous entraîner à développer cette double conscience qui consiste à faire le pont entre notre quotidien formel et la présence de ce groupe au quotidien. Et comme il est à chaque instant 17 heures à un endroit du globe, et que les serviteurs se trouvent à tous les endroits de la Terre, il ne se passera jamais une heure sans que ce mantra ne soit prononcé pour en renforcer la puissance. Nous le mettrons en pièce jointe et nous en reparlerons dans les prochaines conférences. En attendant, bon alignement à toutes et à tous et rendez-vous dans 2 mois pour le contact de groupe. Maintenant, le temps du poème de Michel est venu. Le poème de ce soir s'intitule « La spirale de la vie ». Autant si tu pouvais suspendre ton vol, un instant seulement, calmer ta course folle. Flèche inarrêtable, tu t'envoles, tu n'offres aucun répit, que tension qui immole. Tic-tac, lancinant, serons-nous à la hauteur? Atteindrons-nous les buts en temps et en heure? Tout semble progrès constant, chemin linéaire. Alors dépêchons, l'essor est un objectif majeur. À l'inverse, si le temps s'obstine et tourne en rond, tel un éternel recommencement, plus besoin dès lors de se faire du mouron, tout revient au départ au gré des horizons. S'installe alors l'inertie, une lente agonie. La sainte patience sombre en passivité. Laissant le temps au temps, sans nulle parcimonie, dans un calme plat, sans élan de créativité. Et pourtant, dans la nature, tout s'élance par saison, en constant devenir. Sève, fleurs, fruits, tous promesses d'ouverture qui cadencent les pas du monde en devenir. Une spirale emporte le flux du vivant. La forme se transforme, la conscience à l'arrière-fond s'étend. Cycle fractal, partout vibrant. Le groupe se fraye son chemin dans le monde en se manifestant. Aussi, dans l'humanité, nul ne vit pour lui-même. La conscience de groupe s'éveille et se sème pour servir le grand tout, oubliant mon moi-même, rétablissant des justes relations dans ce vaste écosystème. S'extraire du petit soi, de ses vieux fonctionnements, choisir avec lucidité par des clairs engagements. Retrouver nos racines, nos communs fondements. C'est vrai, vivre groupe exige d'humbles renoncements. Reconnaissons-nous en tant que groupe intérieur, subjectif. Les besoins du monde comme unique objectif. Épousons les courbes des cycles évolutifs et devenons en tant qu'un groupe un canal intuitif. Et pour cela, dans un premier temps, il s'agit de s'aligner, de rester concentré, en groupe, écouter, maintenir le cap ferme au sein d'une puissante globalité pour entrer dans la danse au rythme de l'unité.